Merci à vous tout d'abord d'avoir accepté cette audition avec mes collègues Michel Larive, qui est membre également de la Commission des Affaires culturelles et l'éducation, comme moi-même, et notre collègue Sabine Rubin, qui est très intéressée par ces questions-là. Nous menons une série d'auditions dans le cadre du projet de loi LPPR à venir très prochainement, puisqu'il sera étudié en commission début septembre et ensuite dans l'hémicycle. Pourquoi vous avez accepté cette audition? Quels sont les enjeux pour vous de la LPPR? Je pense notamment au niveau des modes de financement, des contrats qui sont proposés et du lien avec public-privé, avec les entreprises, etc. Est-ce que ça change pour vous et comment vous abordez ce projet de loi? Je vous remercie. Allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez bien déjà? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Donc, moi, je suis Caroline Ibos, je suis politiste, enseignante-chercheur à l'université Rennes 2 et au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et donc, j'interviens au nom, un peu en porte-parole, comme porte-parole du mouvement des revues en lutte. Donc, les revues en lutte se sont massivement déclarées en lutte ou en grève, selon des modalités différentes. Il y a aussi un mouvement transversal qui réunit toutes ces revues de prise de position contre la LPPR. Et pour le dire très vite, notre principale opposition, c'est que la LPPR, en fait, menace la collaboration, le travail collectif, qui est vraiment au cœur d'une recherche de qualité. En renforçant la concurrence de tous et toutes contre tous et toutes, donc entre chercheurs, entre unités de recherche, entre revues. Deuxièmement, en encourageant des logiques individualistes, qui sont donc aussi des logiques mandarinales. Et enfin, en renforçant des inégalités par les financements différents, des inégalités entre les générations, avec des jeunes chercheurs et chercheuses qui sont extrêmement précarisés, des inégalités de genre, et aussi en organisant la précarité de tous les personnels qui ne sont pas des personnels d'enseignants-chercheurs, mais qui sont là en soutien, notamment pour les revues, en soutien à l'édition, et qui sont donc uniquement sur des contrats précaires. Donc voilà, donc c'est tout en fait l'écosystème des revues, mais on pourra peut-être développer, je ne vais pas monopoliser la parole. Prenez le temps, vous avez en présentation, là vous pouvez prendre 10 minutes chacun, vous pouvez aborder les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, donc les revues, l'écosystème des revues, c'est un écosystème qui est assez vulnérable. Les revues, elles ont un rôle absolument fondamental dans la recherche, puisque c'est elles qui finalement diffusent la recherche, mais aussi contribuent à la réaliser, les comités de rédaction aidant les auteurs à travailler les articles qui sont publiés. Et ces comités de rédaction donc, travaillent gratuitement, en tout cas ne sont pas rémunérés financièrement, et les revues sont financées soit par des éditeurs, très peu, soit par des laboratoires, soit par le CNRS, soit font la chasse aux subventions pour arriver à exister. Et elles ne génèrent, aucun argent ne leur revient, mais en revanche, elles génèrent de l'argent parce que les articles qui sont publiés dans les revues, donc tout ce travail scientifique et éditorial, est ensuite capté par des plateformes qui, elles, font payer des abonnements à des universités à qui veut. Donc voilà, donc il y a une espèce de système vraiment de coopération scientifique qui fait advenir la recherche, qui permet à la recherche en sciences humaines et sociales, en tout cas, d'exister, qui est un système qui est public, qui permet aussi quand même de diffuser des connaissances dans l'ensemble de la société. Et il y a effectivement, ça génère des profits, mais des profits qui vont à des acteurs privés et qui ne vont pas aux acteurs de la recherche. Donc le mouvement des revues, il a été inauguré début janvier dans le contexte à la fois des différentes luttes en fait, aussi de la réforme des retraites, de la réforme autour du chômage et de cette LPPR que l'on n'avait pas, que l'on attendait et dont on n'avait pas le texte, et toute cette stratégie d'attente, finalement aussi pour empêcher des mobilisations, mais on avait les 3 rapports du CNRS qui nous ont beaucoup alarmés.
Et c'est un mouvement qui a été, c'est la première fois d'abord qu'il y a un mouvement des revues, et c'est parti de 3 revues. Aujourd'hui, il y a 160 revues de sciences humaines et sociales qui se déclarent soit en grève, soit en lutte, avec un certain nombre d'actions. Il y a eu une tribune dans Le Monde, il y a eu une manifestation devant le ministère de l'ESR, il y a eu des flash mobs, il y a eu des AG, et il y a pour novembre un parlement des revues qui est prévu pour donc inscrire aussi ce mouvement de résistance dans une durée, dans une collectivité. Alors, si je reviens sur les points que je disais, donc concurrence générale, cette concurrence générale, c'est pas qu'on soit dans l'enseignement, et mes collègues, je pense, diront la même chose, c'est pas qu'on soit opposé à l'émulation, mais la concurrence est complètement une autre dynamique. La concurrence, ça veut dire, au bout du compte, ça renforce les systèmes, bien sûr, de sélection, les systèmes d'élimination, et aussi ça vient casser toutes ces logiques collectives qui font les laboratoires et qui font la recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui porte plus sur les revues, c'est que la LPPR donne aux publications scientifiques un rôle massif. Donc, on pourrait dire que c'est super pour les revues, sauf que nous, on est des revues de recherche. On n'est pas là pour jouer un rôle de police. On n'est pas là pour faire les carrières de nos collègues. On n'est pas là pour faire les carrières des laboratoires. On n'est pas là pour trier. On est vraiment là pour faire un travail de chercheur au service d'une communauté, pas du tout au service de personnes particulières, ni au service de laboratoires en particulier. Or, si on considère, par exemple, j'ai regardé là les chiffres que notre collègue, le professeur Didier Raoult, a publié en 15 ans 1838 articles, donc 120 articles par an, que donc son laboratoire et lui-même bénéficient de toutes ces publications, on se rend compte des logiques qu'il y a derrière. C'est donc une logique où finalement il y a une personne qui est le chef, généralement c'est un homme d'ailleurs, qui va récupérer le bénéfice pour lui et pour son laboratoire en invisibilisant tous les autres. Et donc, il y a ces logiques-là. Donc, c'est pour ça qu'entre les logiques de concurrence et les logiques de mandarinat, eh bien, il y a en fait un lien qui est qu'on dénonce véritablement. Et par ailleurs, si les revues en viennent à devoir jouer ce rôle d'évaluation pour les carrières, à ce moment-là, finalement, c'est une manière d'officialiser leur rôle dans la recherche, alors que les revues, elles ont un rôle critique. C'est aussi le lieu d'élaboration de savoir critique et non pas de savoir officiel. Donc, on se retrouve comme ça, c'est des choses qui sont déjà un petit peu à l'œuvre, mais la LPPR, elle vient vraiment systématiser cela. Par ailleurs, dans ce système d'évaluation des articles, la logique, c'est une logique de quantité. C'est une logique de quantité au détriment d'une logique de qualité. Donc, ce qui compte pour une chercheuse ou un chercheur et pour un labo, c'est de publier beaucoup d'articles. Donc, ce que l'on voit aussi dans les revues, et ce que l'on voit depuis longtemps, c'est à cause de cette logique-là, un affaissement de la qualité des articles. Notamment parce que les jeunes chercheurs doivent publier pour être recrutés. Donc, les jeunes chercheurs, et là on en vient au troisième point, celui de la précarité. La LPPR renforce encore la précarité et les inégalités qui sont déjà là. C'est que les jeunes chercheurs sont extrêmement précarisés. Il s'agit de gens surdiplômés qui n'ont pas de travail, qui souvent financent, pour rester dans le circuit de la recherche, ont des jobs alimentaires et qui doivent en même temps publier, et publier beaucoup. Et donc, tout ça, ça se fait au détriment d'une qualité de la recherche. Ça vient renforcer les inégalités entre les générations, entre les gens qui ont des postes et ceux qui n'ont pas de poste. Donc, ça vient aussi diminuer la liberté intellectuelle de celles et ceux qui n'ont pas de poste. Ça vient renforcer les inégalités de genre. Et ça, on l'a vu pendant le confinement dans le monde entier. C'est-à-dire que tout à coup, les hommes se sont mis à plus publier dans les revues scientifiques et les femmes à moins publier. Et ça vient aussi finalement mettre
à cause de cette précarisation des personnels de l'édition et de la fabrication, eh bien, ça vient perturber le fonctionnement des revues et traverser aussi ce fonctionnement des revues par des rapports que l'on ne désire pas, c'est-à-dire qu'on se retrouve finalement en position, nous sommes des comités de rédaction, nous ne sommes pas rémunérés financièrement pour faire ce travail, mais nous avons des salaires en tant que fonctionnaires, et les personnes que nous faisons travailler pour fabriquer nos revues, les personnels de l'édition, eux, sont des gens qui sont dans des situations de précarité extrême. Donc on se retrouve aussi finalement en position d'exploiter ou de participer à des dispositifs d'exploitation. Donc c'est tout cela que très fortement nous refusons radicalement et c'est pour ça que 160 revues se sont déclarées en grève ou en lutte. Alors je voudrais revenir avec vous sur les notions d'inégalité. Vous avez parlé d'inégalité de genre, d'inégalité aussi entre les générations et certainement et aussi dans le statut de l'emploi. Donc, je voudrais vous entendre un peu plus sur ça. Quel constat vous faites précisément? Comment vous expliquez cet état des lieux, de fait? Et qu'est-ce que vous préconiseriez pour passer à un autre système où ces inégalités seraient gommées et on arriverait à un système plus égalitaire qui permettrait aux gens aussi, je pense, d'être plus sereins dans la pratique de leur métier? Je vais redire quelques mots, alors pour le coup, en me détachant un tout petit peu aussi des revues et en ouvrant un tout petit peu plus mon analyse. Alors, inégalité entre les générations. Là, il y a quelque chose d'extrêmement violent, en fait, parce que comme le disaient mes collègues, effectivement, il n'y a pas de poste. Il y a une crise des postes absolument hallucinante. Et je pense que l'une des choses qui devrait être faite, parce qu'il y a la recherche, mais la recherche est adossée à l'enseignement supérieur, et l'enseignement supérieur est adossé à la recherche. Il y a tout de même quelque chose qui devrait pouvoir être fait, c'est la part des précaires dans l'enseignement supérieur, dans les universités. Dans la mienne, j'ai essayé pour mon département de mesurer cela. 40% des cours sont faits par des précaires. 40%, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire un précaire? Un précaire, c'est quelqu'un qui est payé en fait en dessous du SMIC. Ça a été calculé, c'est-à-dire qu'une heure devant les étudiants, ça demande en gros 4 ou 5 heures de travail, si on compte la préparation des cours, les corrections, etc. Or, l'heure de vacation est payée 30 €. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ont des doctorats ou qui sont en fin de doctorat et qui travaillent pour 30 € divisé par 4 de l'heure. Et ils sont payés une fois ou 2 fois par an. Donc, on a des personnes qui, lissées sur l'année, gagnent déjà très peu d'argent parce qu'il faut faire beaucoup de vacations à 30 € de l'heure pour se nourrir, qui donc déjà gagnent très peu d'argent mais sont payés 2 fois par an. Voilà, donc là, ça veut dire qu'on fait le même travail. Ces gens, si je prends par exemple ce que l'on appelle maintenant les docteurs sans poste, ce sont des profils qui sont identifiés. Il y a 5 ans, ils n'étaient pas identifiés comme ça. Maintenant, ce sont des personnes qui se présentent. Docteurs sans poste, ce sont des gens qui ont des doctorats, qui sont dans des laboratoires, donc comme docteurs, qui font un travail de recherche, qui font des vacations d'enseignement, qui montent des projets de recherche, qui participent à la fameuse recherche pour projet. Souvent, ils en sont le fer de lance et qui font donc le même travail que des personnes qui ont des postes, comme nous trois ici, mais qui le font dans des conditions financières, psychologiques, absolument différentes. Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose qui fait aussi que ces collectifs de recherche et que les labos sont atteints. Parce qu'on se retrouve à faire le même travail avec des conditions de travail et de rémunération radicalement différentes, avec des effets d'âge, etc. Donc là, si vous voulez, l'espèce d'attaque, en fait, il y a une véritable attaque contre les manières de travailler de la recherche, c'en est une, et c'est une attaque qui est violente. Inégalité de genre.
Eh bien, dès qu'il y a, et là je reviens aussi à ce que disait Baptiste, dès qu'il y a concurrence, une concurrence extrême, et les mots sont piégés, dès qu'il y a une concurrence extrême, les femmes effectivement sont dans des positions défavorables. Et on sait pourquoi. D'abord parce que, alors là peut-être que j'ai pas exactement tous les éléments et tous les chiffres, mais dans les sciences dures, dans les sciences expérimentales et naturelles, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans les sciences humaines, ce n'est pas le cas, mais néanmoins, si on voit les hiérarchies et les positions de pouvoir sont souvent assumées par des hommes. Donc, et tous les mécanismes de concurrence viennent renforcer les effets de genre, notamment parce que, c'est ce qu'on a vu pendant la crise du coronavirus, les femmes sont en charge du care, pas seulement des familles, pas seulement des enfants, mais aussi, et même dans les UMR, même dans les labos, les femmes prennent en charge massivement le care. Veille à ce que tout se passe bien pour tout le monde, et y compris enfin moi je suis dans un laboratoire de genre dans lequel il y a beaucoup de femmes, donc je vois comment fonctionne notre laboratoire. Eh bien, dans notre laboratoire, on déploie des dispositifs d'attention à autrui, d'attention au personnel, d'attention aux jeunes chercheurs, etc. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, c'est pas du tout valorisé dans les carrières, c'est pas rémunéré, etc. Donc, les inégalités de genre, elles vont sur les choix des objets, elles se font par discipline, elles se font dans le partage du travail, elles se font dans les accrochages entre vie professionnelle et vie familiale. Elles se font aussi structurellement, en fait, systémiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas que les hommes ne veulent pas des femmes, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Il n'y a pas il n'y a pas de sexisme affirmé, mais toutes ces espèces d'engrenages systémiques font qu'au bout du compte, les carrières des hommes ne sont pas les carrières des femmes et qu'il y a plus, en sciences humaines et sociales, il y a beaucoup plus de docteurs maintenant qui sont des femmes. Dans les recrutements de maîtres de conférences, il y a moins de femmes recrutées. Et alors, si on arrive au rang des professeurs des universités, je crois qu'il y a 30% de femmes et 70% d'hommes. Donc, voilà, donc il y a des inégalités. Sur les inégalités de sexe ou de genre et de génération, c'est ce que je retiendrai. Je vous remercie. Juste un tout petit mot. Allez-y, je vous en prie. Encore un tout petit mot. On peut étendre ce champ des inégalités systémiques. Comme les jeunes chercheuses et chercheurs sont extrêmement précarisés, qui s'en sort? Qui arrive à faire des carrières dans l'université? Eh bien, ce sont quand même des gens qui ont un petit peu de soutien familial, que les familles peuvent aider. Et ça, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit aussi finalement des reproductions des points de vue dans la recherche. Donc, en fait, ça nuit à la recherche aussi parce que ça vient toujours donner la parole aux classes, aux groupes sociaux, que ce soit aussi en termes de ce que l'on appelle en sciences sociales de race. C'est quand même toujours les mêmes groupes qui ont l'accès le plus facile à la parole, dont les points de vue scientifiques, dont les points de vue épistémiques, en fait, sont encouragés par le système. Et en fait, ça nuit à la pluralité, ça nuit à la démocratie, ça nuit à savoir ce qui, sur le plan scientifique, est important pour les gens, parce qu'il y a des biais, de classe, de genre, etc. Voilà. Je vous remercie. C'est intéressant. On retrouve ça en politique aussi, hélas. Il y a la marchandisation du savoir derrière et c'est une vision de la société, en fait, et donc du coup de la recherche qui s'oppose. Et ça pose la question du sens. Et moi, je voudrais vous interroger sur le sens de travailler dans la recherche aujourd'hui, quand on voit tous les enjeux énormes. On a vu des recherches sur les coronavirus qui s'étaient arrêtées. On voit au niveau de la transition énergétique, au niveau du climat, etc., toutes les recherches qui seraient importantes, au niveau des sciences humaines également. Comment vous appréhendez ça? Qu'est-ce qui pêche pour vous au niveau de la recherche fondamentale et au niveau de cette vision, d'une vision de la recherche qui peut être autre que immédiatement rentable? Et qu'est-ce que vous préconiseriez? Allez-y, je vous en prie.
de tour de parole. Je voulais juste revenir peut-être un tout petit peu sur votre question précédente, parce que sur les pistes, je n'ai pas donné beaucoup de pistes. Je pense que l'une des pistes serait déjà que l'État respecte la loi, c'est-à-dire ne paye pas les gens en dessous d'un salaire minimum, titularise des gens qui enchaînent des CDD pendant plusieurs années. Donc je pense que déjà, si l'État respectait le droit du travail, et rien que cela, ce serait finalement le moins qu'il pourrait faire, et déjà ça améliorerait les choses. Et je voudrais juste aussi dire une petite chose, parce que j'ai trouvé dans les discussions avec la ministre, il y a eu des discussions entre ministres et chercheurs. Effectivement, c'est ce que Marc et Baptiste disaient, c'est que les mots sont piégés. C'est très difficile de discuter avec elle parce que l'affichage, c'est des mots finalement qui ont l'air neutres et sympas. L'innovation, si on ne voit pas ce qu'il y a derrière et si on ne voit pas que c'est répondre, c'est aller chercher des mannes industrielles et de répondre aux objectifs de l'industrie, on trouve ça plutôt bien d'innover. Après tout, on est des chercheuses, des chercheurs, on aime bien imaginer et créer des choses. Concurrence, c'est pas qu'on soit contre, sauf qu'on préfère le terme émulation, parce que concurrence, ça veut quand même dire qu'à la fin, on élimine des gens. Et éliminer des gens, c'est pas ça qui fait progresser, c'est pas un objectif en soi. Et le troisième mot, c'est les CDI, les fameux contrats à durée. Donc, bien sûr, on nous oppose, mais comment vous êtes contre l'innovation de la concurrence, les CDI? Et après, finalement, on patine pour réexpliquer tout ce qu'on vient de vous expliquer, à partir de ces mots qui sont des mots piégés. Alors, le sens, comment on trouve du sens? En fait, c'est très difficile. On est aussi dans des choses, dans des itinéraires finalement de plus en plus schizoïdes. C'est-à-dire qu'à la fois, pour le labo, on va chercher des sous en répondant aux projets de recherche, d'un côté, et d'un autre côté, on essaie de faire nos propres recherches qui, pour nous, ont du sens. Et le lien, je crois que c'est Baptiste qui disait, ou Marc qui disait qu'il y avait une latéralité. On est aussi dans notre propre expérience de travail ordinaire, on est aussi dans des choses assez latérales. Alors, quelquefois, on essaie de croiser. Quelquefois, on essaie de ruser avec les projets de recherche pour raccrocher nos recherches aux projets de recherche. Cette recherche par projet, ça a déjà été dit, mais c'est une absurdité. C'est une absurdité parce que ce sont qui définit les enjeux de la recherche en sciences humaines et sociales? Est-ce qu'il y a une seule instance démocratique qui vient définir ce sur quoi on doit chercher? Non, si on répond simplement à je ne sais pas qui a décrété je ne sais pas quoi dans un cabinet ministériel, en quoi cette décision est-elle éclairée? Et ça, c'est quelque chose qu'on conteste beaucoup. C'est la nature même des projets de recherche, des appels à projets, de ce qui est considéré comme important. Alors, le sens de notre travail, en fait, justement, on est plutôt des combattants dans l'enseignement et dans la recherche. En général, le trajet pour y arriver n'est pas facile. Donc là encore, il y a souvent une espèce de volonté de nous présenter comme des fonctionnaires pas très travailleurs, avec cette espèce d'idiotie. Ils cherchent quand est-ce qu'ils trouvent, ce qui est une absurdité là aussi. Mais voilà, donc on essaie finalement de répondre à des injonctions très contradictoires entre un système qui nous demande des choses que très souvent, pas toujours, mais très souvent, on est un petit peu en porte-à-faux, beaucoup en porte-à-faux, et puis ce qui a du sens pour nous, et on essaie, et les revues, c'est l'un de ces espaces-là. C'est pour ça aussi qu'on veut les défendre. C'est que c'est justement l'un des espaces dans lequel les choses ont du sens. Il y a encore des collectifs, il y a des politiques éditoriales, on peut publier, on peut faire des numéros spéciaux sur ce que nous, on trouve important. On fait des appels à communication, les gens sont libres de répondre ou pas. Donc là, les revues, c'est un espace de sens, je pense, et de liberté.
Je vais vous laisser maintenant conclure. Madame Ibos, s'il vous plaît. Alors, je conclurai en disant à quel point nous sommes effarés par la manière dont cette loi progresse dans l'agenda politique du gouvernement. Il y a eu une assemblée générale des facs et labos en lutte le 8 mars qui avait déclaré une grève à partir du 16 mars, puis il y a eu un confinement. Après le confinement, les universités ont été dans un état terrifiant, c'est-à-dire qu'il a fallu rattraper en 6 semaines un semestre, plus de sessions d'examen, avec des injonctions, là encore, des plans de remise au travail qui vraiment ont été en fait traumatisants. Beaucoup de nos étudiantes et de nos étudiants, en tout cas moi, je travaille dans une université populaire, Rennes 2, qui est une université de sciences humaines et sociales et qui est l'une de ces universités qui accueille les enfants des classes moyennes et populaires. Beaucoup d'étudiants étrangers aussi avaient perdu leur job à cause du confinement, n'avaient pas même de connexion Internet. Tout ce système de vidéo, visio, enseignement, il est décrété absolument sans aucune prise en compte des conditions matérielles des personnes. Et après, alors qu'on est en plein dans ce moment de tension, de fatigue, de résolution de problèmes qu'on n'était pas du tout préparé à résoudre, à ce moment-là, la ministre revient avec son projet de loi. Et or, ce projet de loi, on en témoigne aujourd'hui, mais il rencontre quand même une opposition totale dans la communauté de l'ESR, de l'enseignement et de la recherche. Alors, je voudrais partir de finir sur ce nous de la recherche, il est complètement méprisé, et finir sur une idée du nous qui a été lancée par un collectif, le collectif ROG ESR, pour lutter contre les effets de la bibliométrie, donc cette idée qui consiste à mesurer chaque chercheur, à donner à chaque chercheur un indice en fonction de du nombre de ses publications. On a créé une signature Camille nous, et un certain nombre de chercheuses et de chercheurs accolent cette signature à leur propre nom pour bouleverser et mettre une sorte pour subvertir ces mécaniques de bibliométrie. Et ce nous, justement, c'est à la fois les enseignants-chercheurs, c'est aussi les étudiants avec lesquels on travaille, et nos recherches, elles sont aussi nourries par nos expériences pédagogiques, et c'est aussi tous ces invisibles de la recherche et de l'enseignement supérieur, tous ces personnels dont on parlait, techniques, de soutien à la recherche, de soutien aux revues, de fabrication du savoir, qui sont là, dont on ne parle jamais. Alors eux, on ne leur a même pas demandé leur avis dans l'élaboration de ce projet de loi. Voilà. Je vous remercie. Effectivement, la crise sanitaire qui a renforcé les inégalités et puis qui les a mis en exergue, même si qui ont l'habitude de détourner la tête, ont été obligés de les regarder en face et de les voir parce que c'était tellement criant qu'on ne pouvait pas faire autrement. On s'attendait à une prise de conscience. Alors, on parlait tout à l'heure des mots et du sens des mots qui sont dévoyés. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand on vous dit dans les interventions Macron ou son gouvernement, on a pris conscience de l'intérêt des services publics, de l'hôpital, éventuellement de nationaliser, etc. Et en tout cas des services publics, et qu'on voit après ce qu'il y a derrière. Mais ce qui est rassurant, en tout cas pour moi, c'est de voir que les acteurs de la recherche et les étudiants, vous parliez d'une mobilisation inattendue, je crois qu'elle est salutaire. Et on va continuer cette mobilisation. Je vous remercie d'avoir accepté cette audition.